Éthique et bientraitance, c'est bien le sujet de notre colloque. L'éthique est parfois un mot galvaudé, omniprésent comme une injonction, quel que soit le sujet abordé. On le retrouve sur la santé, le commerce, la presse, la justice, ou bien même l'éthique en politique. Donc loin de répondre à un effet de mode, la question de l'éthique est notre préoccupation. Et la question de l'éthique et bientraitance, j'allais dire, est notre approche globale, indissociable de notre quotidien et de vos interventions. Il me semble important de préciser que sur le mot éthique et bientraitance, nous devons avoir toujours en tête également le mot de respect, sachant que le respect doit être partagé autant par les mandataires que par les personnes sous protection. Le respect est dans les deux sens. Nous devons également, vous savez aussi bien que moi, affronter, je pèse bien ce mot affronter, oui, nous devons affronter également le regard, vous mandataires judiciaires, le regard caricatural de votre métier, souvent présenté d'une manière assez négative d'ailleurs. La théorie largement prédominante est celle du complot qu'on retrouve dans certaines émissions, de l'abus de faiblesse, de l'escroquerie. Là-dessus, on n'est pas épargné. Cette approche biaisée de la protection juridique des majeurs alimente un certain nombre de fantasmes et d'idées reçues, dommageables pour l'ensemble des personnes concernées, autant d'ailleurs pour vous, mandataires judiciaires, que pour les personnes protégées. Il est donc d'autant plus nécessaire de communiquer sur ces nouvelles exigences auxquelles se soumettent les mandataires judiciaires en insistant sur la transparence de leur activité. La mise en place d'actions de communication à destination du grand public permettrait évidemment de redéfinir l'image d'une profession encore trop mal connue et dont un statut n'est pas souvent suffisamment bien reconnu également. Pour ce faire, je reprendrai ici une des propositions du fameux livre blanc de 2012 sur la protection juridique des majeurs, à savoir, pourquoi pas, et ça c'est une question aussi que je lève à l'ensemble, cette proposition était de mettre en place des espaces éthiques pluridisciplinaires et financés au niveau départemental. C'est bien ce nouveau défi qui nous est posé. Des contradictions, des tensions avec lesquelles nous devons composer dans nos interventions auprès des personnes et des familles vulnérables. Notre défi de ce jour sera donc ensemble de démontrer que nous savons passer d'une approche théorique, ou bien de vœux, à une pratique dans notre fonctionnement, dans nos outils, dans nos interventions. Je voudrais vous remercier tous ici de votre présence à cette journée et par avance de l'implication de tous dans les échanges et les débats qui vont se dérouler tout au long de notre colloque régional, dont le programme que nous vous proposons est assez dense, vous l'avez remarqué vous-même. Programme, vous l'avez bien vu, qui va être découpé en deux temps. Une matinée qui va être plus sur lequel on va poser un certain nombre de cadres administratifs, juridiques, sur l'éthique ou la morale, avec fin de matinée une présentation de micro-reportage qui a été faite, et je remercie également les reporters. L'après-midi sera plus consacré à des tables rondes thématiques sur tout d'abord l'accueil des personnes protégées. Viendra ensuite une table ronde sur la personne protégée co-auteur de son parcours. Également une table sur les limites et leviers des pratiques bientraitantes. Et enfin sera le moment de la conclusion et des perspectives qui sera énoncée par mon collègue Christophe Magnan, président des Bouches-du-Rhône, et également une conclusion de la Caisse d'épargne. Donc voilà, vous avez vu une journée très remplie. En tout cas, la salle maintenant est bien remplie également. Donc n'hésitez surtout pas, je pense, à nous interpeller les uns les autres, à participer à ces débats, puisque qui dit table ronde, évidemment, dit intervention, mais aussi intervention de vous qui êtes présents dans cette salle. En tout cas, merci à tous encore d'être présents, et puis, j'allais dire, bons travaux à nous tous. Merci. Donc, on va passer la parole tout de suite à M. Gilles Didier.
et à tous. Monsieur Outil, merci pour ces mots introductifs. D'abord, je vais... Il y a un côté, le philosophe du côté, le philosophe étranger qui ne parle pas toujours la même langue, mais qui s'étonne et qui questionne. C'est un peu, je crois, le désir que j'ai d'être ici avec vous aujourd'hui. Sur un sujet qui me tient à cœur, évidemment, le mot éthique, c'est quand même la spécialité des philosophes. Non pas qu'ils soient eux-mêmes à l'abri de tout soupçon, loin s'en faut, mais que la philosophie s'occupe sans arrêt de questionner les principes qui guident l'action, en fait, et que la philosophie est pour mission de réactualiser nos boussoles, faire en sorte que, effectivement, ces vieilles histoires, parce que quand même l'éthique et la bienveillance, pas la bientraitance, mais la bienveillance ou faire le bien, c'est vrai que c'est une vieille histoire. On peut dire que c'est une histoire postmoderne, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une histoire de tous les temps, et en même temps, ça ne peut prendre sens que si on l'actualise, que si on la compare à ce dont on est capable à un moment donné, dans un contexte donné. Je trouve que ce sujet de la bientraitance, en plus, quand on parle d'éthique et de bientraitance, on dit mais finalement, est-ce que la bientraitance serait une valeur majeure de l'éthique? Le mot bientraitance, j'ai cherché un peu d'où il sortait, parce qu'évidemment on ne le trouve pas dans un dictionnaire de philosophie, hein. Il existe probablement depuis les années 90, je suis sûr qu'on va pouvoir me compléter ou me contester. Hein. Il a été, je crois qu'il est issu d'une histoire avec les pouponniers. On recevait des enfants si maltraités, on se disait mais comment faire pour ne pas se décourager devant tant de maltraitance? Comment faire pour nous professionnels finalement avoir quelque chose qui serait, une action qui serait capable de dissoudre ou en tout cas de compenser, ou en tout cas finalement de dépasser toutes ces histoires de maltraitance dont ces enfants ont été victimes. Je crois que donc c'est un concept réactif et volontariste. On peut dire que la bientraitance, on pourrait dire aussi que c'est un projet de société, un projet politique. C'est-à-dire que oui, notre civilisation cherche à s'enorgueillir de sa capacité à protéger les plus vulnérables. Oui, c'est une idée générale, comment on fait pour s'y prendre, quel pouvoir on a. Alors, on n'a pas seulement un pouvoir éthique, on a un pouvoir juridique, on a un pouvoir obligataire, enfin un pouvoir d'obligation. Mais je crois qu'ici, une journée comme celle-là, pour moi, hein, il me semble qu'elle n'est pas faite pour renforcer l'idéal persécuteur et se dire on n'y arrive jamais. Elle est faite pour nous donner des ressources et du courage dans les actions qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, vis-à-vis des difficultés qu'on rencontre. Donc ressourcer un concept, lui redonner de la perspective, de l'actualité, je crois que c'est l'enjeu d'une journée comme celle-là. On pourrait dire que c'est un forum ici aujourd'hui. Alors le forum c'est un peu une foire, c'est-à-dire on vient chercher, on prend des choses comme ça, des uns des autres. On peut dire aussi que c'est une assemblée, au sens presque de l'agora grecque, enfin, où là on prend ses responsabilités, c'est-à-dire on se dit mais qu'est-ce qui dépend de moi dans cette affaire? Hein, si on met en exergue tous les enjeux sociétaux et politiques de la bientraitance, chacun, dans cette assemblée, pourrait se dire aussi mais qu'est-ce qui dépend de moi dans une histoire comme celle-là, et qu'est-ce qui dépend de nous ici rassemblés. Bon voilà pour juste notre petit chapeau d'introduction de la journée. Et je crois que je vais appeler, alors il faut que je vous avoue tout de suite quand même que je ne connais pas bien les intervenants de la journée, que nous allons faire connaissance à cet instant-là. Et donc je les appelle à la table pour commencer. Donc, Madame Audrey Serpero. Pardon. Bonjour. Oui, allez-y, je crois qu'on peut appeler tout le monde. Corinne Cheminet. Ah ben voilà, oui, c'était juste devant. Et donc le concept de bientraitance et même d'éthique, il n'appartient pas qu'aux philosophes, loin s'en faut. Il appartient pour une partie, on ne sait pas qui sont les premiers, qui sont les seconds. Hein. Il appartient aux juristes, il appartient au monde judiciaire aussi, et il appartient aux politiques. Et je crois que vous allez nous en faire part. La démonstration. La démonstration, c'est ça. Vous m'entendez là? Alors, par rapport au majeur est au cœur de la mesure de protection. C'est une quasi-ritournelle que l'on entend. Mais qu'en est-il dans les faits? Est-ce que les mots passent dans les actes? On va essayer de le voir. Mais comment pourrait-il en être autrement? N'avez-vous pas obtenu le certificat national de compétence
attestant de vos connaissances tant en matière juridique que sociale, obligatoire pour pouvoir confier des mesures judiciaires. N'avez-vous pas prêté serment devant le tribunal d'instance en acquiesçant à la formule que je me permets de vous rappeler, parce que vous ne l'avez entendue qu'une fois, et je pense que c'est pas mal de se la rappeler, je cite, « Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer en tout les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Par ailleurs, vous exercez au sein de structures associatives agréées, inscrites et sur la liste établie par le préfet, faisant l'objet de contrôles réguliers de diverses administrations. Enfin, en application de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, depuis la réforme de 2007, les associations tutélaires et leur personnel sont soumis, vous le savez, aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Et, vous le savez bien mieux que moi, cette importante loi comprend un arsenal de dispositions de nature à garantir l'information et l'effectivité des droits des usagers. Dès lors, comment peut-on douter que vous mettez en œuvre toutes ces prescriptions, et notamment celles que l'on appelle communément les outils, je crois que quelqu'un d'autre vous a volé ce mot, les outils de la loi de 2002. Je les énumère: la notice d'information, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, le document individuel de protection du majeur, la personne qualifiée, le règlement de fonctionnement de l'établissement, le projet de service, le document permettant à la personne protégée de participer à la vie de l'établissement. Pourtant, en dépit de cet important dispositif et du fait que l'on répète à loisir, encore une fois, que la personne protégée est au cœur de la mesure, que la protection est exercée pour elle, avec elle et dans son intérêt, la question se pose de savoir si, dans les faits, la personne protégée est bien traitée. S'interroger à ce sujet, c'est admettre que, peut-être, cela peut ne pas être le cas. C'est donc accepter d'y réfléchir et de mettre en cause ces pratiques dans le souci de mieux faire, mieux agir, mieux se comporter, donc peut-être de changer les choses. Comme l'énonce très exactement le texte de la présentation de ce colloque, le prononcé d'une mesure de protection par le juge des tutelles est une forme de violence faite à la personne, puisque, inéluctablement, à partir du jugement de mise sous protection, elle sera privée de l'exercice personnel de certains de ses droits, certains seulement. La personne ne pourra plus les exercer qu'avec l'assistance d'un tiers, en curatelle, ou par l'intermédiaire d'un tiers qui agira pour la représenter, c'est-à-dire qui agira pour elle et en son nom. Ce sera le régime de la tutelle. Contrainte de la mesure de protection. Mais cette contrainte imposée à la personne, cette atteinte manifeste à sa liberté, comme toutes les atteintes aux libertés humaines dans notre pays, est strictement limitée et drastiquement encadrée par la Constitution et par la loi. C'est ce qu'on appelle une violence légitime. Et cette contrainte, cette violence faite à la personne, est plus sévèrement encore encadrée depuis la réforme votée en 2007. Cette atteinte grave à ses droits et libertés n'est en effet possible que si certaines conditions sont réunies, si la situation le justifie en droit et en fait, si un examen préalable rigoureux a été opéré. Tout d'abord, elle ne peut être opérée que par le juge des tutelles, magistrat de l'ordre judiciaire, et à ce titre, gardien des libertés individuelles en vertu de l'article 66 de la Constitution. Ensuite, elle n'est envisageable, et c'est une des grandes avancées de la réforme, que s'il est médicalement établi par un médecin spécialement agréé qu'elle souffre d'une altération de ses facultés personnelles, mentales ou physiques, mais physiques à condition qu'elle soit de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Ensuite, quand bien même une personne souffrirait d'une altération de ses facultés, la loi prévoit
que la mesure de protection ne sera envisagée que si il est établi que cette situation la met dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts. Enfin, il faut qu'aucun autre dispositif moins contraignant que la mesure de protection ne permette de s'y pallier à la situation de la personne. Dès lors, la vulnérabilité doit être objectivement établie dans le contexte familial et social qui est celui de la personne. Pas directement aborder les thèmes que vous évoquez parce qu'ils sont contenus dans la notion de dignité de la personne. La loi, c'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une énumération, mais tous les aspects que vous venez d'évoquer, ne pas les mettre en œuvre, c'est ne pas respecter la dignité de la personne. Le droit n'est pas un catalogue, mais toutes les situations que vous avez évoquées s'y rapportent, et ne pas les mettre en œuvre, c'est vraiment fait pour ça. Pour savoir, à partir des moyens que vous avez, les Je ne sais pas comment j'interprète le rire, mais... En tout cas, si je vois tomber quelqu'un juste devant moi, en général, j'ai envie de le ramasser. Sauf si c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, sauf si c'est quelqu'un que j'aime pas du tout. Je vais reprendre votre attention. Je voudrais revenir sur ce mot éthique. J'avais dit éthique ou morale. On sait bien que le mot éthique, il a plus la cote aujourd'hui que le mot moral. Ce sont étymologiquement, originairement, deux mots qui se ressemblent énormément, là, qui ont presque, qui désignent nos mœurs, quoi, qui désignent nos comportements vis-à-vis d'autrui. Mais il se trouve que leur spécialisation s'est opérée dans l'histoire, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, à l'éthique, on peut attribuer un certain nombre de caractéristiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on attribue à la morale, dans l'usage. Effectivement, peut-être la morale est prescriptrice, elle nous dit ce qu'il faut faire, elle nous dit tu dois la morale. Et peut-être que l'éthique, donc on dit souvent la morale commande, comme le droit d'ailleurs, peut-être. Il faut que je fasse attention quand il y a des juristes. La morale commande et l'éthique recommande. On pourrait faire ce jeu de mots, qui n'est pas qu'un jeu de mots, qui donne à l'éthique une dimension réflexive plus importante. C'est-à-dire que la morale serait notre boussole, enfin, notre condition d'action qui ferait injonction, alors que l'éthique serait justement l'occasion que nous avons, que nous prenons, que nous donnons, de réfléchir à ces principes d'action qui nous sont imposés, soit par le droit, soit par la morale. En l'occurrence, ça voudrait dire qu'à certains moments, nous avons la possibilité de nous arrêter pour réfléchir à ce que nous faisons et à comment nous orienter dans la vie, comment nous orienter dans des décisions que nous avons à prendre. Ça veut dire qu'il y a une marge de choix possible. Le risque parfois avec le droit, c'est qu'il ne nous laisse plus de marge de choix possible. Une fois, j'ai interrogé une amie qui était chirurgienne neuropédiatrique et je lui disais « Tu dois faire beaucoup de choix quand tu décides d'ouvrir le crâne d'un enfant, quand tu décides de passer par tel chemin dans le cerveau, quand tu décides de découper, tu fais beaucoup de choix. » Elle me dit « Bernard, ça suffit, je ne fais pas de choix, j'applique un protocole. » Et j'ai senti que, évidemment, mes questions étaient un peu anxiogènes, en fait. Quand je lui disais ça, tu fais des choix, ça voudrait dire que tu t'es référé aussi à toi-même, et pas seulement à ton institution, à ton savoir-faire, à ton expertise, bref. Tu
tu dois te référer à toi-même. C'est ça, je crois, l'éthique, d'une certaine manière, c'est quand même une affaire une espèce de conscience quand même d'une responsabilité que j'ai et que je dois prendre dans un choix. Une fois, un chef d'entreprise me disait, j'ai pas pu faire autrement, j'avais pas le choix que de licencier. Et j'ai dit, bien sûr que, si on dit ça, bien sûr qu'il avait le choix de licencier ou pas, mais le choix ne se fait pas hors contrainte. La notion de choix et d'arbitrage dont nous sommes responsables, évidemment, c'est jamais hors contrainte. Ça n'existe pas de faire des choix entièrement libres. Mais quand même, ça n'empêche qu'on revendique, avec une approche éthique, on revendique une possibilité de choix. On fait ordinairement cette distinction dans l'éthique entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Les philosophes, comme ça, ont fait cette séparation. Quelle est-elle? Moi, je trouve qu'elle est importante peut-être dans notre histoire. C'est éthique de conviction, ça veut dire que ce que je disais tout à l'heure, quand je vois un enfant s'approcher de la route ou quand je vois quelqu'un tomber devant moi, peut-être que ça me ramène tout de suite, en un instant, en un quart de seconde, quelquefois, ça me ramène à une espèce de responsabilité. Lévinas dit ça, il dit le visage d'autrui, c'est la vulnérabilité d'autrui. Alors, c'est pas seulement parce qu'il ne peut pas payer son loyer ou parce qu'il ne sait pas faire ceci ou cela, c'est que tout autre est vulnérable. Et tout autre dont je rencontre le visage sollicite ma responsabilité, comme expérience, pas comme devoir. Ça, c'est l'histoire de l'enfant qui se rapproche. Et donc, d'une certaine manière, l'éthique de conviction, c'est quand je cesse ma distraction, je fais cesser ma distraction. C'est-à-dire, je fais cesser ma divergence ou mes divergences pour me concentrer sur ceux dont je suis convaincu. Ça, ce serait l'éthique de conviction, c'est-à-dire qu'il me faut parfois un cheminement, parce que des fois je suis distrait, des fois je suis négligent, des fois je suis dispersé. Effectivement, il faut, peut-être par la raison, revenir à ce qui fait mes convictions et un centre qui me donne la ressource pour agir et prendre une décision qui me paraîtra juste. Et puis alors évidemment, le problème de la conviction, c'est qu'elle n'est pas forcément complètement partagée par les autres, quoi. Et puis le problème de la conviction aussi, même si elle est indispensable, c'est-à-dire que retrouver son centre, retrouver sur quoi on s'appuie pour agir, ça me paraît assez indispensable, mais en même temps, penser aux conséquences de ses choix, individuels et collectifs, ça c'est une éthique de responsabilité, c'est-à-dire c'est aller au-delà de ses propres convictions, être capable de partager ses convictions au risque d'en changer et d'envisager les conséquences du choix qu'on va opérer. Ça c'est une histoire effectivement d'éthique de responsabilité. Alors quel rapport avec la bientraitance? Quand même, il faut aller du côté de la bientraitance. C'est un sujet en ce moment, je suis plongé dedans parce que il se trouve que le hasard a fait que j'interviens beaucoup dans des EHPAD. Et donc, sur le sujet de la bientraitance, on disait, dans les EHPAD, des fois on en a ras-le-bol d'entendre parler de la bientraitance, comme une espèce d'injonction, leitmotiv. Moi j'appelle ça un mot mana. C'est un mot incantatoire, une fois qu'on l'a dit, plus personne ne peut dire le contraire. Quelqu'un qui dirait je m'en fous de la bientraitance, il serait probablement banni, ou en tout cas fortement critiqué. Et donc je disais, autorisons-nous quand même des fois à dire du mal de la bientraitance, ou en tout cas à revenir sur ce mot comme un moteur de pensée, et pas seulement comme une injonction qui s'impose à l'évidence. Il n'y a aucune évidence dans la question de la bientraitance. En tout cas, si on parle d'éthique, c'est qu'on veut bien sortir de l'évidence manifeste. C'est qu'on veut bien faire de la bientraitance un concept qui nous donne de la ressource pour agir, mais qui ne nous impose pas une norme exclusive. La bientraitance, alors c'est pour ça passer de la morale à l'éthique, pour moi, à propos de bientraitance, ce serait de dire, effectivement, il n'y a pas de norme exclusive là-dedans, il y a de quoi penser. Il y a de quoi penser, il y a de quoi se mobiliser, il y a de quoi venir sur scène, répéter, apprendre son texte, et il a fait un véritable one-man show. Cette année, ils sont 9. Ils ont travaillé. Cette année, alors chaque fois, ils travaillent d'abord sur un thème donné, à partir d'improvisation, et ensuite, ça doit donner un spectacle qu'ils ont joué chaque fois à Marseille.
Cette année était exceptionnelle. D'abord parce que c'était l'année de la guerre de 14-18. Donc ils ont tous choisi le thème de la guerre de 14-18. Ils ont fait des recherches sur tout ce qui s'est passé pendant cette guerre. Et c'est à partir de leurs recherches qu'ils ont monté leurs improvisations et qu'ensuite ils ont monté la pièce de théâtre. Mot de passe. Ça va, il remet à 114 maintenant. C'est bon. Mot de passe. Ça arrive, 1914. C'est bon. Sarajevo, le 114. C'est bon. Maintenant. C'est bon. Bon, venez là s'il vous plaît les amis. Êtes-vous sûr de ne point avoir été suivi par les services secrets austro-hongrois? Pourquoi pas? Vous savez, c'est les ancêtres du KGB. Hein. Donc, et de Vladimir Poutine. Alors, ils sont très fortiches, hein, vous savez. Ils ont infiltré nos... nos effectifs. Et seul Abrilio n'est pas fiché. C'est ça, mon gars. Parce que tous, ils ont vos empreintes digitales et même vos empreintes génétiques. Donc, il faut absolument que ce soit notre tireur d'élite que j'ai nommé Abrilio qui tue le... Je plaisante. Donc, un tireur d'élite. Pardon. Tiens, camarade. Tu tires droit au cœur. Après, tu tues la femme. Il ne faut pas qu'il y ait de descendance. Sinon, il va hériter du trône. Et la Serbie sera toujours sous le joug austro-hongrois. Alors, en piste, on va y aller. On va tuer le... Allez, mettez-vous en place, les enfants. Tu sautes sur le marchepied, tu tires au cœur. D'accord, ma belle? Mon beau. Allez, camarades syndiqués. Oh oui, cachons-nous là-bas. On va être suivis par le KGB. Édition spéciale. Le duc de Charles de Yougoslavie vient d'être assassiné. Ça a l'air d'être un attentat. Je vous tiendrai au courant tout au long de la journée des nouvelles pour savoir s'ils ont arrêté le tueur. Merci, au revoir et à bientôt. Mesdames et messieurs, je demande d'accueillir notre cher président, Monsieur Poincaré. Monsieur Poincaré. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci.
Sérieux? Bon, est-ce que vous m'entendez là, vous? Vous m'entendez tous? Je vous ai compris. Vous allez avoir du changement, vous allez en avoir. L'Empire austro-hongrois, lié à la Prusse, nous menace la France et ses alliés. Pour répondre, nous regagnerons l'Alsace et la Lorraine. Aux armes citoyens, formez les bataillons. Vive la République, vive la France et vive le général de Gaulle. Allá, que digamos general. La distance, petite fenêtre en carreau. Nous aussi, nous déclarons la guerre. L'air, général Fritz.
Lorraine, et puis je sais pas où vous avez le temps d'ailleurs. Regarde, c'est un peu petit, ça, il pas les terres. Ring! Ring! Oui, allô? Oh, le ministre de la guerre? Mes respects, monsieur le président, monsieur le ministre. Oui, oui, affirmatif, nous fabriquons des gamates pour les pâtes italiennes Barilla. Oui, vous manquez d'obus? Ah là là, ça c'est terrible. Oui, oui. Donc j'annonce à mes ouvrières et à mes ouvriers qu'à compter de ce jour, nous sommes réquisitionnés par le ministère de la Guerre afin de confectionner des obus de 75. D'accord. Est-ce que nous serons livrés en poudre noire? Affirmatif. Très bien. Bah, écoutez, je préviens cette réquisition, mes ouvrières et mes ouvriers. Je vous présente mes respects, monsieur le ministre. Mes respects, monsieur le ministre. Au revoir, monsieur le ministre. Votre attention, s'il vous plaît. Ici, votre chef qui vous parle. Nous avons été réquisitionnés par le ministère de la Guerre afin de confectionner des obus de 75 mm pour le canon de 75 sans recul. Hein? Mais c'est pas dangereux, ça? Mais nous, on construit des marmites, on va pas construire des obus. Et puis mais si, vous avez des tours exprès faits pour ça. Et puis notre vie, alors? Pas du tout. Alors attendez, on voit que vous n'avez pas fait... Et les marmites, comment on va manger, alors? Non, on a un stock immense, ne vous inquiétez pas, cher ami. Alors, je vous disais donc que quand il n'y a pas l'ogive vissée sur l'obus, il est ce qu'on appelle inerte. Donc vous ne risquez rien dans la mesure où nous ne fabriquons pas d'ogive. Donc à compter de ce jour, il faut faire des obus de 75 mm. Merci de votre compréhension. Toute personne qui sera rétive à ce règlement militaire sera condamnée à mort. En attendant, M. Badinter qui abolira la négatif. En plus, on n'est pas plus payé? Eh non, non. Faut travailler pour l'État. Parce que je trouve que c'est un peu exagéré. Et on en veut en notre vie, en plus. Écoutez, on est en temps de guerre, hein, on se marre pas là. Hein. Bon, alors on démarre ce boulot. Allez. Avant que ça nous pète à la figure. Merci. Délicatement, hein, quand même. Oui, ça vous intéresse, ça m'a vu, attention, hein. J'ai pas envie de sauter, hein. Voilà, le chef, il est tranquille, il se repose. Hein. Je suis payé. Pas content, c'est pareil, je ne sais pas. Non, ça me saute à la figure. Allez, fais ça. Ouais. Voilà, tout se parce que c'est bon. Bon. C'est lourd, en plus. Ah ouais, alors là, on est les gars. Oui. C'était la première fois.
visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant? Sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang, celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, dont il ne reste rien. En général, dans toutes les associations, à peu près les associations, ont mis en place des jours de permanence physique et téléphonique. Donc il y a au moins un jour où les mandataires on peut arriver à 60 pour venir voilà, ou alors on les rappelle. Et c'est un besoin D'accord. aussi. C'est-à-dire que c'est ça. Après le standard engorgé, après Ouais. attendre longtemps, après... Oui, parce que, alors, je parlais d'expérience, mais quand on appelle nos standards d'une association, alors j'ai jamais appelé la vôtre, hein, mais j'essaierai peut-être pour voir. C'est parfois difficile, effectivement, d'obtenir déjà un premier décroché, d'une part, et après, effectivement, d'obtenir mon délégué. Oui, vous vouliez rajouter? Oui, je voulais juste rajouter que dans le dossier à l'UDAF, on a des permanences bien spécifiques. Oui. Mais depuis quelques temps, moi je sais qu'on... Ah, ça marche bien. Depuis quelques temps, j'essaye, même au niveau de mes permanences, de donner des rendez-vous à des personnes, parce que c'est vrai qu'attendre, le premier qui arrive, entre guillemets, est le premier servi, donc le dernier qui arrive peut attendre jusqu'à 2 heures, voilà, ça peut attendre, ce qui n'est pas toujours évident. Comment ils vivent ça? Comment les personnes vivent cette attente de 2 heures? Certaines, c'est très difficile. J'ai une personne dont je m'occupe à qui je demande de venir à la fin de la permanence. Au moins, je suis sûre de pouvoir la recevoir et que cette personne ne soit pas frustrée parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à attendre la patiente. Oui, remarquez, j'en connais d'autres qui, au bout de 2 heures, vous feraient part d'une difficulté également à attendre la patienté, même sans être sous mesure de protection. Après, de plus en plus, j'essaye de me recevoir à l'UDAF et de limiter mes visites à domicile. J'essaye que ce soit les gens qui viennent vers l'UDAF quand c'est possible. Ils viennent facilement? Pour peut-être pas être trop loin non plus, résider trop loin du DAF? Non, ça va, ils arrivent à se déplacer assez facilement maintenant. C'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place depuis quelques mois, donc c'est bien pris, ça va. Et c'est mon fonctionnement. Voilà, c'est ma façon de travailler.
D'accord, oui, il y a beaucoup de différences dans les façons de travailler d'un mandataire à l'autre. Au niveau des équipes d'accueil, dont je suis responsable à l'UGAP depuis 11, oui, effectivement, il n'y a pas une manière de travailler, c'est pas une manière collective de travailler. Chaque délégué, il y a des valeurs communes, il y a des procédures communes, mais après, effectivement, la relation qu'ils ont avec les majeurs protégés est personnelle. Donc, même s'ils doivent avoir une étude professionnelle, et je rejoins M. Benatar quand ce matin il disait que où est la frontière, hein, c'est d'abord une relation effectivement avec le major protégé. Donc on a, nous au niveau des agents d'accueil, nous sommes confrontés à des façons de travailler qui ne sont pas forcément identiques. D'accord, donc vous devez vous adapter non seulement aux personnes protégées, à un moment donné, avec les problématiques qu'il peut y avoir, mais ça on y reviendra après, mais aussi vous adapter aux façons de travailler individuelles en interne. Ça c'est... Oui. Voilà. Oui. Et ça, ok. Alors la question que... Oui, si je peux me permettre, je crois que c'est aussi le grand écart encore... Je crois que les mandataires judiciaires passent leur temps à exposer leur tendon pour faire des grands écarts, notamment un qui est celui à la fois de proposer un service équitable à tout le monde, ce qui veut dire tant soit peu uniformiser les pratiques, en lien avec ce qui a été évoqué ce matin, notamment ce qui nous lie au premier chef, c'est le cadre légal, et également proposer un accompagnement le plus singulier possible, en lien avec des grands mots, projet personnalisé pour les établissements et le DIPL par exemple pour nous. Et également, je crois que c'est important que les professionnels, qu'ils soient mandataires judiciaires ou bien délégués ou alors chargés d'accueil, agents d'accueil, secrétaires d'accueil, de conserver aussi leur singularité. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une rencontre avant tout. Et donc, si on uniformise, on est dans une, une façon déshumanisée d'accompagner les gens. Et je crois que c'est tout cet équilibre à trouver, qui est de tous les instants. Et la question éthique est d'autant plus posée pour trouver cet équilibre. Et qui dit équilibre, dit quelquefois, mais on penche à gauche, on penche à droite, et on passe son temps à rechercher cet équilibre-là. Comment on fait vivre un projet, et comment la personne, alors là c'est un peu plus loin que ce qu'on a pu évoquer, mais comment on aide la personne à se projeter tout simplement, dans le cadre, entre autres dans le cadre de l'action. Alors, oui, je sais, je parle plus. Chacun sa défaut. Les majeurs protégés me le disent aussi. Des fois, j'en ai qui parlent pas beaucoup, alors je parle pour eux. Donc, pour ce qui est de la projection, alors moi j'ai un exemple aussi. C'est vrai que je travaillais avec un monsieur qui revenait de très très loin, donc qui était au RSA, qui avait eu ses droits coupés, qui était dans un CHRS, qui voulait plus vraiment entendre de rien, c'était vraiment une situation vraiment compliquée. Cette projection, à un moment donné, s'est fait tout simplement en travaillant avec les acteurs de terrain et puis en prenant en compte aussi le temps psychique de la personne, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, il y a eu un cheminement. Mais aussi, il faut accepter que des fois, il n'y a pas de projet. Les personnes n'ont pas envie de faire de projet. Et ça aussi, il faut le respecter. Il y a des personnes qui sont là et qui disent mais laissez-moi tranquille. Comme on parle aussi des personnes qui sont... Alors on parle de projet et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en établissement, qui sont en EHPAD, qui sont en fin de vie. Parler de projet c'est un petit peu compliqué aussi avec ces personnes-là. Est-ce qu'à un moment donné aussi on n'est pas sur de la maltraitance de parler de ça. Donc c'est vrai qu'il faut aussi laisser venir... Moi je pense qu'il faut laisser venir les gens. Laisser venir les gens vers nous, que ça mûrisse parce que c'est pas nos projets, ce sont les leurs. Voilà.
Merci. Est-ce que, parce qu'on arrive un peu au bout, est-ce que l'une ou l'autre veut ajouter quelque chose sur cette partie-là, sachant qu'il y a encore plein de choses qu'on pourra aborder à un moment donné, promotion d'autonomie, qu'est-ce qu'on met derrière, enfin, etc., dans le cadre des projets. Est-ce que dans la salle, il y a peut-être des questions ou des... Oui, il y en a. Oui, on a beaucoup parlé du parcours, mais je pense qu'on pourrait aussi réfléchir sur les moyens que l'on met à disposition des personnes protégées par rapport à tout ce qu'on peut techniquement pour améliorer aussi leur autonomie. On est aujourd'hui freiné sur un point qui me choque beaucoup, ce sont les cartes de retrait. Les mineurs ont aujourd'hui des cartes de retrait qui sont des cartes bancaires où ils peuvent faire des paiements en magasin avec à utilisation systématique. Ce n'est pas possible juridiquement pour les majeurs protégés. Et je pense qu'il y a une évolution. Juridiquement, non. Sur les cartes de paiement, les juges, effectivement, des fois autorisent. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé au niveau de la loi. Mais effectivement, localement, les juges le permettent. Mais ça serait nécessaire qu'une harmonie générale au niveau national, que ça puisse être mis en place, moins d'avancées très, très symboliques, qui puissent, comme toute personne, payer dans un magasin. Il y a des choses qu'on pourrait aussi envisager de faire. Je l'ai mis moi à titre individuel avec une personne en œuvre. C'est créer pour chaque personne un Google Drive où il pourrait avoir accès à ses documents personnels identifiés, comme la carte mutuelle, la composition, de droit, qui puisse directement y avoir accès sans devoir passer par son affaire judiciaire quand il en a besoin. Et donc il y aurait des documents qui relèvent de sa personne et qui pourraient pour moi favoriser son autonomie. Donc il y a différentes pistes comme ça à réfléchir, des outils modernes qu'on a tous à disposition pour améliorer le quotidien de la personne protégée. Si je peux me permettre, la carte de paiement, qu'elle soit carte de retrait ou carte de paiement, est un moyen de paiement. Le juge n'a aucune compétence pour autoriser ou pas. Le curateur, certainement pas. Et le tuteur, pas plus, à la délivrance d'un moyen de paiement. C'est la personne protégée avec la curateur qui demande à l'établissement bancaire, selon la convention d'ouverture de compte qu'il a, la délivrance d'une carte de retrait et de paiement. Et en tutelle, c'est une décision qui appartient au seul tuteur. Vous ne trouverez aucune disposition de la loi, et d'ailleurs vous n'avez qu'à regarder le décret de 2008 qui place dans les actes d'administration la délivrance d'une carte de paiement. Donc le juge n'intervient pas, et les majeurs protégés y ont tout à fait droit, et pour faire des formations régulières, il y a tout un tas d'associations ou mandataires judiciaires, ou de familles même, qui demandent la délivrance d'une telle carte pour les majeurs protégés. Juste une petite chose, j'ai appris récemment que ces cartes de paiement et de retrait permettaient aux majeurs protégés, lorsqu'ils faisaient un paiement sur Internet ou lorsqu'ils retiraient à plusieurs reprises à un distributeur, lui permettaient de dépasser le seuil de paiement qui est marqué, parce que techniquement ça pose un problème avec les logiciels et les moyens techniques des établissements bancaires. Mais ça, c'est le problème des établissements bancaires. Et si les moyens de paiement qu'elles mettent à la disposition des majeurs protégés ne sont pas sécurisés et permettent de dépasser le plafond, c'est tant pis pour elles. Et je rappelle dans ce même ordre d'idée qu'un majeur protégé, on ne peut pas lui refuser l'information sur ses comptes et sur ses livrets. Qu'on ne lui permette pas d'intervenir sous curatelle et sous tutelle, c'est tout à fait normal. Il ne peut le faire qu'avec son curateur ou ses tuteurs qui le fait, mais l'information ne peut en aucun cas lui être refusée. Quant à la carte, il n'y a pas de problème. Mais qui peut aussi permettre de conclure la journée, parce que ça peut permettre de rebalayer un certain nombre de choses. Moi, ma première question, c'est est-ce qu'il y a des limites aux pratiques bien traitantes, et lesquelles? Tout d'abord, en ma qualité donc, de vice-présidente de l'association des mandataires privés du 13, dont fait partie Mireille et mes confrères dans la salle, je tiens à remercier l'UDAF de nous avoir associés à cette journée de réflexion, mais également la Caisse d'épargne et Madame Ducy, partenaires bien traitants de notre profession, parce que nous aussi, nous avons un petit peu besoin de bien-traitance.
Alors vous parlez des limites de la bientraitance. Et bien évidemment, il ne peut pas y avoir de limite à la bientraitance. Il ne saurait y avoir de définition figée et définitive de la bientraitance. Celle-ci étant un aller-retour entre sa référence, la bientraitance, et l'agir dans l'intérêt de la personne. Il faut qu'une démarche continue pour que les droits, dont Mme Cheminet, magistrate, nous a fait une brillante exposition ce matin en nous rappelant l'article 415, fondement de la protection, que ces droits deviennent des usages et que les droits non acquis que j'ai évoqués ce matin soient également pris en compte. La bientraitance est une vigilance constante pour ne pas laisser les petites négligences quotidiennes, les habitudes, prendre le dessus au détriment de l'attention que nous devons aux personnes vulnérables sous notre protection. Aujourd'hui était pour moi une journée humaine et très riche, car nous avons placé l'humain au centre de nos réflexions. Cela fait du bien de pouvoir prendre du temps pour se poser et, au-delà du respect des droits, s'interroger ensemble sur nos pratiques professionnelles. Donc je veux dire que dans notre profession, non, des limites, il n'y en aura jamais. Bonjour à tous. Alors, pour répondre à votre question, je souhaiterais décliner la bientraitance de deux manières. Alors, une première manière, la bientraitance comme un état d'esprit, une dynamique, une volonté, en fait une finalité. Et là, je répondrai qu'il n'y a pas de limite à la bientraitance, si on est dans cette démarche-là, dans cette première déclinaison. Et ensuite, une deuxième déclinaison, la bientraitance dans les pratiques professionnelles, quotidiennes. Et là, c'est un peu plus complexe, en fait. C'est un peu ni oui, ni non. Alors, je vais m'expliquer. Alors, j'ai parlé de ma place, forcément. Lorsqu'on évolue dans une organisation, dans un service, forcément, on doit prendre en compte plusieurs paramètres, plusieurs composantes. La question notamment financière, la question de l'humain, puisqu'on travaille avec des personnes, la question organisationnelle, et la question première également, qui est la composante législative. Donc à partir de ce moment-là, M. Pillant l'a abordé tout à l'heure, finalement on rentre dans l'univers de la complexité, et puis vous avez plusieurs attitudes qu'on peut avoir face à ça. Soit vous baissez les bras parce que vous vous dites que c'est trop compliqué, parce que vous êtes tiraillé dans tous les sens, et que vous n'arrivez pas à développer des pratiques que vous souhaiteriez davantage bien traitantes, soit vous vous posez la question du comment. Comment je peux arriver, malgré ces contraintes, à sortir de l'impasse. Alors je crois que c'est M. Benatar qui a dit ce matin que la bientraitance, c'était à la fois une affaire individuelle, de responsabilité individuelle, mais aussi une responsabilité collective. Donc j'interprète ça comme un questionnement autour de comment je peux sortir de cette impasse, mais surtout comment nous pouvons tous ensemble sortir de cette impasse, puisque finalement, pour être bien traitant, à notre niveau, chacun à notre niveau, nous pouvons agir, intervenir. Pour finir, ce que je voulais ajouter sur la question de la bientraitance, c'est que je crois qu'on est dans la bientraitance à chaque fois qu'on crée des instances de réflexion collective. C'est le directeur de l'Hérault qui a évoqué des process intéressants autour de ça, et je partage fortement son exposé à ce sujet. Je crois également qu'on est dans la bientraitance à chaque fois qu'on crée de la disponibilité. Alors de la disponibilité pour les majeurs, de la disponibilité pour les délégués, de la disponibilité pour les personnes également qui encadrent les équipes. On est aussi dans la bientraitance à chaque fois qu'on va s'inscrire dans de l'inventivité aussi, puisque forcément, à partir de toutes ces contraintes, il faut inventer quelque chose de nouveau de manière collective. Je vais illustrer mes propos par une démarche qui me semble intéressante et bien traitante, et dans laquelle s'inscrit l'ensemble des UDAF et des établissements tutélaires, c'est l'évaluation interne. Alors on a intitulé de cette table ronde comme les limites et les leviers de la bien-traitance. J'ai envie de dire que être bien-traitant, c'est réussir l'exercice, l'enjeu de transformer ces limites en leviers. Comment on s'y prend.
Et du coup, une démarche qui me paraît intéressante, c'est l'évaluation interne. On est actuellement tous inscrits dans cette démarche-là, rendue obligatoire, de 2002 et celle de 2007, et qui permet, parce que ça pose du questionnement, parce que ça pose de la réflexion, parce que ça, de la réflexion collective, parce que ça crée des instances, parce que ça crée de la disponibilité pour pointer ce qui ne marche pas et réfléchir à comment on peut l'améliorer, participe à la bientraitance des personnes que l'on accompagne. Donc du coup, je rebondis sur ce que indiquait Madame Chuminet ce matin en nous disant que cette journée-là ne devait pas s'arrêter là, qu'on devait s'en saisir. Je pense qu'à travers cette démarche d'évaluation interne, on va pouvoir poursuivre les travaux autour de l'éthique et également de la bientraitance. C'est quand même celles qui vont le plus frapper. D'abord, la richesse de cette journée. Je pars ce soir, moi qui ne suis pas un professionnel, qui suis un président, donc un élu, je pars ce soir beaucoup plus riche que ce matin. Pas seulement riche de technique, quoique j'accorde une place très importante à la technique, et j'ai entendu notamment des intervenants techniques extrêmement pointus qui m'ont beaucoup appris. Je suis aussi beaucoup plus riche sur la façon de comprendre la bientraitance, la maltraitance, la difficulté à les définir. Mais une chose que je retiens, et que je fais mienne, c'est que la bientraitance est plus un état d'esprit qu'un diplôme. Et je trouve cela rassurant, car j'ai bien l'impression qu'effectivement aujourd'hui on était dans la bientraitance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour un président du DAF qui est responsable mais pas technicien, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui connaît, c'est pas lui le sachant, il est quand même extrêmement rassurant de voir des équipes de professionnels qui se remettent en question, qui acceptent de questionner leur pratique, d'admettre que oui, parfois, on n'est peut-être pas tout à fait bien traitant. Mais la perfection n'existe pas, j'en suis bien convaincu. Ce qui est important, c'est le mouvement. Sommes-nous dans un mouvement pour mieux faire, malgré la conjoncture difficile, malgré les moyens qui manquent, malgré la pression qui augmente, malgré les pathologies qui sont toujours plus prégnantes, plus présentes, plus profondes. Eh bien, j'ai l'impression que ce soir, on peut dire oui, nous sommes en mouvement, vous êtes
chers salariés des UDAF, chères équipes, nos équipes, vous qui faites le travail sur le terrain pour les UDAF, mais également pour les familles, eh bien j'ai l'impression que vous êtes, et donc nous sommes, en mouvement. Et en partant au week-end ce soir, si j'en parle avec mon épouse, très certainement je lui dirai, eh bien, ce soir je pars un peu plus riche et je pars confiant. Confiant dans la capacité de nos équipes à faire front. À faire front en commençant par des petites choses, et j'ai bien entendu qu'un simple bonjour, selon comment on le dit, peut déjà changer le monde. Voilà. C'est sur ces mots-là que je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis cette journée magnifique. Je commencerai par la Caisse d'épargne, parce que vous êtes un partenaire important, non seulement sur cette journée, mais aussi sur d'autres dispositifs, et je veux citer Famille Gouvernante, qui sans vous aurait beaucoup plus de difficultés à fonctionner, et qui concerne bien nos publics. Je veux remercier les acteurs. C'est la deuxième fois que je les vois, je les reverrai avec plaisir une troisième fois. Je veux remercier ceux qui les ont amenés à produire ce spectacle de qualité. Je veux remercier également, bien sûr, les directrices, les directeurs,